Bonjour tout le monde. Je viens aujourd'hui pour vous présenter mon livre Enfance violée, mais avant je voudrais tout d'abord remercier Magali Guyot pour son invitation sur sa chaîne YouTube, parce qu'elle nous permet de partager nos idées, nos émotions, de parler de nos livres et de livrer une partie de nous-mêmes surtout. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour vous présenter mon livre, comme je vous disais, qui s'appelle Enfance violée, qui est paru aux éditions Sidney Laurent au mois de juillet l'année dernière. Bien que son titre soit un petit peu lourd, c'est un message d'espoir que je voudrais livrer aujourd'hui, un message d'amour. Parce que bien que j'ai vécu l'enfer, je m'en suis sortie. Et ça, c'est important. L'histoire du livre, c'est l'histoire de mon beau-père, de ma mère, mon histoire surtout avant tout. Avec un beau-père qui est violent, qui est manipulateur, qui est incestueux. Avec une mère qui est violente aussi, qui sait tout, mais qui préfère se taire. Alors à 4 ans, j'ai subi les premiers coups. À 9 ans, c'est l'inceste que l'autre m'inflige. Et ce pendant 12 ans, tous les jours de ma vie. Donc pendant 12 ans, ma fratrie et moi allons subir l'enfer dans l'indifférence générale. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, tous les gens qui viennent à la maison savent, ils le voient, mais personne ne dit rien. Jamais. Donc c'est devant les tribunaux, lorsque j'ai 16 ans, et que je retrouve ma dignité. Devant les assises, que je retrouve ma dignité. Et donc ce livre est le témoignage bouleversant de cette enfance volée que j'ai vécue. Et je vais vous lire un passage, je me mets les lunettes. Le vent soufflant violemment, je tiens mon manteau bien serré entre mes mains. J'ai troqué mes collants plumetis et mon blouson chevignon pour un tailleur noir, sobre, et qui me donne l'air plus âgé que mes 18 ans. J'ai froid et j'ai peur. Je ne vais jamais y arriver. Jamais. Mes yeux se posent sur la première marche de l'escalier. Mentalement, je m'encourage. Arrête, Véro. Tu n'as pas fait tout ce que tu as fait pour renoncer maintenant. Allez, bouge, bouge. Et j'ai beau me conditionner, me motiver. Mes jambes se dérobent. Ma respiration est hachée. Malgré la fraîcheur de la matinée, mes mains sont moites et tremblantes. Mon cœur palpite crescendo quand je me rends compte que c'est moi que la nuée de journalistes attend, telle une nuée de criquets affamés. Je ferme les yeux, inspire et commence à gravir les marches, tandis que les reporters les dévalent vers moi. Bras tendus, micro-agressif, il me mitraille et m'assaille de questions en en avoir le tournis. Mademoiselle Etty, hurle une journaliste, brune et trop maquillée. Avez-vous pensé aux conséquences de ce procès pour votre famille ? Papa agrippe ma main et m'entraîne vers l'entrée du palais de justice. Mademoiselle Etty, crie un autre journaliste, qu'attendez-vous de ce procès ? Entouré de mes frères et sœurs, papa me pousse un peu plus fort et nous franchissons la porte, tandis que mon avocat adresse quelques mots à la presse, promettant de répondre à toutes leurs questions plus tard. Je me réfugie dans le hall, aussi immense qu'impressionnant. Tout en découvrant les lieux, je me frotte le bras qu'un journaliste a brutalement heurté. Ce même bras qui a été cassé et réparé trop brutalement. Ce même bras 1000 fois martyrisé et qui me lance, et que je masse doucement. Inquiète de la présence de la presse, de l'attitude de mon avocat. Les conséquences pour ma famille ? A-t-elle vraiment besoin de moi pour lui expliquer que les conséquences seront énormes, terribles, inéluctables ? La tête me tourne, mon ventre est douloureux, mes jambes sont en coton. Durant une seconde d'éternité, je ne désire plus qu'une chose, m'enfuir, arrêter le temps. Et les pensées qui s'en mêlent dans mon esprit. Arrêter la machine que j'ai mise en route 3 ans plus tôt, en me rendant à la gendarmerie. Arrêter la douleur, les souvenirs, les mots qui se bousculent, mais restent coincés au fond de ma gorge. Pourtant, tout au fond de moi, je sais que je vais tenir, que je vais me battre et aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais manqué de courage, et aujourd'hui encore, la force qui est en moi est sans limite. J'ai 19 ans, 4 frères et sœurs, une demi-sœur, un diplôme à passer en fin d'année, une chambre dans un foyer,
des amis, une psy, des parents et des proches, des rêves et des espoirs. Mon seul but, que mon beau-père ressorte de ce procès en ayant obtenu la condamnation maximale. Les plis de ma mémoire se défroissent et libèrent souvenirs et impressions d'une histoire que je vais devoir de nouveau affronter. Publiquement, je m'apprête à dire et à redire encore et encore l'horreur, la terreur, l'indicible souffrance qui furent les miennes et celles de ma fratrie. Pour dire et redire que l'on ne peut pas impunément, éternellement, massacrer des enfants. Ces derniers jours, j'ai 100 fois tourné et retourné dans mon esprit ce que je dirais devant la cour. J'ai organisé mes pensées, noirci des dizaines de pages pour tenter de me mettre au clair, d'être précise, afin que mes sentiments houleux ne s'entremêlent pas avec mon témoignage, qui se doit d'être juste et rigoureusement factuel. Intimidé, je survole la salle d'audience d'un rapide regard. Un bruit de clé claque soudain dans le prétoire. Le brouhaha de la salle tombe immédiatement lorsque l'accusé entre et va s'asseoir, l'air penaud, étonné d'être là, comme si tout cela ne le concernait pas, comme si tout cela n'était finalement qu'une mauvaise blague. Immédiatement, papa pose sa main sur la mienne, un geste qui m'apaise et me rappelle que je ne suis pas seule pour mener ce combat. La cour! Les uns à la suite des autres, chacun prend place. Le silence devient palpable et m'oppresse rapidement. À ma gauche, le président du tribunal est entouré de ses 2 assesseurs. À leur côté, les jurés s'installent, 7 hommes et 2 femmes. Mon dégoût, ma peur, ma colère, aussi envers les hommes, me donne envie de cracher la bile qui remonte dans ma bouche. Seulement 2 femmes. N'y pense pas, Véro. Dis-toi qu'il y a au moins 2 femmes. Et qu'il y a aussi des hommes, probablement très bien. Tous ne sont pas comme lui, comme celui qui a ruiné mon enfance, et peut-être ma vie. Plus proche de mon box, l'avocat général représente le ministère public. J'ose à peine regarder devant moi, où se trouve l'avocate de la défense et l'accusé, mon sinistre beau-père, l'autre. C'est ainsi qu'avec mes frères et sœurs, nous avons pris l'habitude de le nommer. L'autre est assis, tête légèrement penchée, pas au point néanmoins de lui interdire de scanner la salle. Le corps de l'autre exprime l'accablement, l'incompréhension, une certaine fragilité. Mais mes yeux, eux, disent tout de sa détermination, de sa concentration, pendant qu'il cherche à identifier qui peut le soutenir ou le trahir. Simultanément, son esprit construit un nouveau mur de parpaing pour le protéger, pour empêcher de laisser la folle rage qui circule dans ses veines de transparaître. Mentalement, il empile les parpaings, les uns sur les autres. Des parpaings épais, robustes, les mêmes que ceux qui nous ont si souvent abîmé les mains dans les chantiers, sans fin de ce fou démoniaque. Pour emprisonner ce qui le met en danger, ce qui attise sa fureur, ce qui pourrait lui faire perdre la partie. L'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. C'est avec cette phrase du président du tribunal que débute le procès qui va bouleverser ma vie. On y est, enfin. Tu vois, je tiens toujours mes promesses. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma libération, du sauvetage de mon âme, que tu as sali, piétiné, troué et déchiré, jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus qu'à un fil. Mais elle a tenu. Une bouffée d'angoisse me submerge qui se transforme immédiatement en vague de colère. Salvatrice, motrice, une énergie qui me tient à la verticale de moi-même. Cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas, je te l'assure. J'ai mal partout, je me sens fiévreuse, malade de mon histoire. Malade de voir ta mine déplorable, mais je tiens bon. Derrière moi sont assis plusieurs journalistes. L'un d'eux, Patrick Mérieux, dessine une vue d'ensemble du tribunal avec habileté et talent. En fin de journée, je lui accorderai peut-être une interview. Mais pour l'instant, je n'ai plus d'espace mental pour y penser. Tourmentée, traversée par 1000 émotions contradictoires, je suis entièrement concentrée vers mon but. Ma volonté n'endigue pas pour autant les pensées nombreuses et désordonnées qui me passent par la tête. Inconnus, curieux, voyeurs, anonymes sont réunis pour me soutenir ou se nourrir de mon malheur, ainsi que certains magistrats désireux d'assister aux débats qui feront date dans les annales de la justice. Au contraire, ils comptent bien l'utiliser. Je n'ai que 19 ans, mais cette décision me met mal à l'aise et me donne la sensation d'être un objet au service d'une cause qui m'échappe,
puisque mon avocat m'a prévenu, il n'écartera pas la presse. Une moue d'agacement se lit sur mon visage. Véro, reste concentré. Ta force de vie et ta rage intérieure t'ont permis de tenir durant toutes ces années. Alors tu vas tenir encore quelques jours de plus. Les violences faites aux enfants attirent les foules et les médias comme le miel attire les mouches. Demain, les titres et les unes des journaux parleront de mon procès. Ensuite, mon affaire sombrera dans l'oubli dès qu'un autre fait de société prendra la relève. En attendant, c'est mon avenir, ma vie qui se joue ici, dans cette salle que je trouve à la fois esthétiquement très belle, mais pesante. La majesté des lieux fait d'autant plus ressentir le poids de la justice peser sur ses épaules. Mon regard survole une dernière fois le prétoire bondé, où la présence de policiers est à la fois rassurante et dérangeante. Je tourne le visage vers une haute porte en bois, derrière laquelle les témoins patientent. Je suis sûre que maman est déjà là. Je me demande si elle va enfin me soutenir. Tu me manques, maman. Tu ne sais même pas depuis combien d'années tu me manques. Tu me manques tellement. Et je ravale un sanglot. Ma famille va témoigner ainsi que les experts et les témoins requis par la défense ou par mon avocat. Autant de personnes qui vont raconter comment un homme nous a humiliés, terrorisés, maltraités, bafoués, esclavagisés et torturés pendant 12 ans. Autant d'interventions dans le but de prouver ou démentir ces faits si douloureux. D'une voix critique, la greffière énonce les chefs d'accusation. L'autre se fige et érige un nouveau mur de parpaing. J'ai l'étrange impression que cette histoire débitée mécaniquement à l'intention du tribunal ne m'appartient pas vraiment. Puis un mot se réveille et la douleur et un fait attise ma colère. Puis un chef d'accusation incendie ma mémoire. J'aurais certainement moins mal si j'étais passé sous un camion. Désormais, et c'est irrévocable, une partie de ma vie sera dévoilée au grand jour. La partie la plus misérable, la plus intime, la plus douloureuse. C'est comme un mauvais rêve dont je tente de m'extraire de toutes mes forces, pour me réveiller et constater qu'il ne s'agit pas d'un cauchemar, mais de la réalité, de ma réalité. Je n'ai occulté aucun souvenir. J'ai résisté à l'enfer sans que ma psyché n'ait besoin d'avoir recours au déni ou à l'oubli. Si mon passé constitue une expérience traumatisante, je ne souffre d'aucune amnésie traumatique, ainsi que l'affirme Anne, la thérapeute du foyer où je vis, et qui me suit depuis 3 ans. Une femme merveilleuse, d'une belle humanité, et qui est toujours à mon écoute. Au contraire de l'expert psychiatre, qui, à la demande de l'avocate de la défense, m'a interrogé, cuisiné, fouillé pendant des heures. J'ai une pensée reconnaissante pour Anne. Pourquoi dit ton beau-père? Tu n'es ni beau, ni père, juste un monstre. Voilà. J'ai fini de vous lire la partie du livre que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donnera envie d'en lire un petit peu plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, qu'elle soit douce et agréable. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.